chers militants et militantes, je passe. Vous savez qu'en 2015, c'est quoi? C'est la fin du mandat du président Alpha Condé. C'est l'année électorale. S'il y a une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers militants, que nous partageons ensemble, vous et moi, c'est qu'il n'est pas possible de renouveler le mandat du président Alpha Condé. Donc, dans ces conditions, pourquoi? Tout simplement parce qu'Alpha Condé a montré ses limites. Il a montré son incompétence. Une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'instaurer un gouvernement de ségrégation raciale. Un gouvernement caractérisé par quoi? Par le régionalisme, l'ethnocentrisme, le népotisme, le clientélisme et le favoritisme. Aujourd'hui, l'ensemble des faits et gestes du professeur Alpha Condé sont à l'origine en Guinée d'une société guinéenne qui vient d'une société guinéenne mal nourrie, mal logée, mal habillée, mal soignée, mal instruite et ignorant pour la grande partie le confort de la vie du monde meilleur. Aujourd'hui, les faits et gestes d'Alpha Condé sont à l'origine de cette immigration massive dont nous sommes. C'est nous. Combien de milliers de personnes chaque fois prennent le bateau pour venir terminer leur vie dans les eaux italiennes ou espagnoles? On en a marre et il faut que ça change. Tout ça se passe sur les yeux, les barbes, les nez de la communauté internationale. Il faut que ça change. Et pour cela, nous avons décidé donc d'organiser cette conférence débat et nous avons invité cette personnalités qui ne sont vraiment pas personnalités tombées de la terre de pluie, qui connaissent très bien de la vie politique de la Guinée. C'est le cas de M. Baoui et de tous ceux que vous voyez devant la table. Et nous n'avons pas tout simplement pensé à ça, nous avons pensé à vous aussi, parce qu'il y a parmi nous ici qui n'ont pas effectivement de papiers, comme nous avons tous commencé par là, sont venus en tant que demandeurs, et après quelques années on a les papiers, après on a la nationalité, mais il y a d'autres qui viennent d'arriver. Donc, pour ne pas les oublier, nous avons décidé aussi d'inviter des avocats qui sont là, avec lesquels je travaille ensemble tout le temps à la CNDA, pour essayer de rehausser le taux de réussite des demandeurs d'asile guinéens. Donc j'ai décidé cette fois-ci d'inviter ces deux avocats qui vous expliqueront également qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire. Parce que le plus souvent, quand on reçoit les demandes d'asile au niveau de la CNDA, le mal est déjà fait. Parce que le dossier est mal écrit et mal défendu, de telle sorte qu'on a du mal à rétablir le dossier, à le relever, donc à le défendre. Donc ils sont là aujourd'hui, vous pouvez poser toutes vos questions. Et pour cela, donc je m'arrête là. Je vous remercie. Ceci dit, bon, pour entrer dans le vif du sujet, excusez-moi de passer la politesse, je salue tout le monde, je remercie d'avoir fait ça. Mais passons rapidement sur le but du sujet. Parce que on est à un moment très important de l'histoire de notre pays et il faut qu'on se parle. Parce que demain n'est pas encore écrit. Ce qui va se passer demain n'est pas encore écrit. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup de dangers qui guettent notre pays. Permettez-moi de camper d'abord le contexte. On parle d'élections présidentielles en 2015 en République de Guinée. On est aujourd'hui le 1er mars 2015 et aucune date n'est encore retenue pour que les gens aient une visibilité précise sur le jour où les élections devront se tenir. Les élections communales qui auraient dû intervenir depuis très longtemps ne sont pas encore programmées. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans une incertitude très profonde. Lorsqu'on parle d'élections, on dit c'est une manière au peuple de choisir les dirigeants qui lui conviennent par le biais des élections, c'est-à-dire chaque citoyen dépose son bulletin de vote pour indiquer son choix souverain qu'il préfère telle personne pour diriger les destinées du pays. Il va de soi que si cette procédure est viciée, la souveraineté de ces citoyens n'est plus respectée. En ce qui concerne la Guinée, et depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir, durant ces dernières années, bien entendu,
sa première tâche, c'était de s'organiser pour gagner, entre guillemets, les élections de 2015. Dès qu'il est venu au pouvoir, l'objectif c'était 2015. Et comment a-t-il fait? Il fallait démanteler l'ensemble des processus qui avaient été mis en place pour assurer des élections transparentes et crédibles en Guinée. Dès 2011, il s'est attaqué à la CENI. Comme vous le savez, ils ont procédé à un coup d'État institutionnel. C'est la CENI qui décide. Et la CENI, c'est qui? C'est M. Alpha Condé. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on soit relativement bien clair que la CENI, comme organe régulateur pour assurer des élections transparentes, crédibles, de la manière la plus impartiale, n'existe pas en Guinée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la CENI, ce n'est pas suffisant. Il y a tous les organismes intermédiaires, conseillers communaux, qui jouent un rôle extrêmement important dans la distribution des cartes, dans l'organisation de collecte, etc., etc. Là aussi, on décide que Manu Militari, qu'il faut tout enlever et mettre des délégations spéciales. Les responsabilités sont partagées parce qu'il faut appeler un chat par un chat. On ne peut pas accepter que la règle soit violée, la loi soit violée. Mais l'opposition aussi a été aveugle. Où est-ce qu'elle était pour laisser pendant 4 ans ces délégations spéciales et qui vont jouer un rôle majeur pour la suite des destinées de la Guinée. Donc, CENI, délégation spéciale, les deux maillons extrêmement importants du processus électoral. Maintenant, le troisième, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral. Qui peut me dire aujourd'hui quel est le fichier électoral? C'est le fichier de la SAGEM? Non, on ne pense pas. Donc, je n'insisterai pas là-dessus, puisque vous savez que le fichier électoral qui a servi pour les législatives a présenté beaucoup de zones d'ombre avec Weimar, etc. On a eu beaucoup de morts pour que Weimar n'organise pas les élections législatives, mais Weimar a organisé les élections législatives malgré les accords, avec les accords du 3 juillet 2013. Mais les accords du 3 juillet 2013 ont légitimé toute la procédure qui a été mise en place par Alpha Condé entre 2011, 2012 jusqu'en 2013. Maintenant, la logique gouvernementale, c'est de dire nous respectons la loi. Si vous remettez en cause la loi, c'est que vous n'êtes pas des républicains, vous n'êtes pas des démocrates. Alors qu'en réalité, tout a été vicié dès le début, mais les accords du 3 juillet ont validé une mascarade qui a été commencée beaucoup plus tôt. Fichier électoral, rien n'est plus clair, on ne sait plus quel est vraiment le fichier. Quel est le fichier? Les accords dits de 3 juillet 2013, on ne sait pas exactement est-ce qu'il y avait eu accord ou est-ce que c'était un bluff pour faire croire aux gens qu'il y a eu accord pour aller aux élections législatives. Rien n'est clair à ce niveau-là aussi parce que le gouvernement et l'opposition se rejettent la balle à ce niveau-là. Fichier électoral n'est pas bon. La CENI ne fonctionne pas correctement. Les élus intermédiaires qui jouent un rôle extrêmement important en ce qui concerne les élections sont tous de l'État RPG. Maintenant, que faut-il faire? Que faut-il faire? Monsieur Alpha Condé veut s'imposer aux élections, entre guillemets. Il veut se reconduire. Il s'est donné les moyens pour cela, mais il faut faire avaler la couleuvre à tout le monde. Comment faire avaler la couleuvre à tout le monde? Et la bataille a changé depuis quelques jours. L'ancien ministre de l'administration du territoire, M. Alassane Condé, a été remplacé il y a moins de 4 jours et par le général Bourema Condé. Une autre facette de ramener les choses à des discussions sur des individus et non pas sur le contenu.
Parce que tout ce qui doit être fait pour le processus électoral est déjà mis en place. Tout est déjà mis en place. Il faut amener quelqu'un qui a un langage mielleux, qui a une manière diplomatique de vous tromper, vous rouler dans la farine pour vous faire accepter ce qui est inacceptable. C'est le rôle de M. Bourema Condé pour faire avaler la couleuvre à tout le monde, comme quoi M. Alpha Condé maintenant veut faire les choses correctement et que le mauvais type c'était Alassane Condé qui insultait tout le monde. Maintenant on a quelqu'un d'intelligent, de fin qui va... Tout cela, c'est une vaste tromperie. Le processus est déjà engagé et M. Bourema Condé est là pour faire avaler la pilule à tout le monde. Donc, la stratégie du pouvoir va dans ce sens. La stratégie de l'opposition, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça? Certains parlent de candidature unique. Ils ont leur raison. Pour mémoire, je rappelle que la candidature unique, on l'avait proposée en 2003. Pourquoi en 2003? C'était simplement pour demander à tout le monde de se retrouver derrière une seule candidature contre le général Lansana Conté. Et vous savez que la stratégie qui était à ce moment-là qui était la plus forte, c'était la stratégie que les Malgaches avaient utilisée pour chasser le maréchal Ratsirak. Donc nous pensions qu'une candidature unique pour montrer à la communauté internationale et à la communauté nationale que le jour des élections, que l'écrasante majorité de la population a voté pour l'opposition, c'était suffisant pour exiger immédiatement que le candidat de l'opposition est vainqueur et occupé l'ensemble des places et l'ensemble des institutions du pays. Ça n'a pas été accepté. Je suis désolé de le dire aujourd'hui, par Sidia lui-même et par Alpha Condé à l'époque. Aujourd'hui, depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je ne pense pas que les pouvoirs actuels accepteront d'organiser des élections et qu'il y ait même possibilité que les gens puissent se compter. Pas du tout. Ils vont, dès la soirée, occuper militairement le pays tout entier, tirer en l'air comme il l'avait fait en 1993 pour que rien ne bouge et en fin de compte la population ne puisse pas avancer. Donc la stratégie de l'opposition sur une candidature unique Chine, la stratégie de l'opposition sur la candidature unique nécessite d'abord que les gens en discutent, qu'il y ait un projet commun, politique, un programme commun, qui soit l'objet d'un consensus général pour se rendre compte que quel que soit le candidat, voilà le programme qui sera mis en place. Et à partir de là, on a l'opportunité de choisir les voies et moyens pour essayer d'amener le représentant de cette catégorie à la présidence de la République, par soit une candidature unique ou bien par d'autres voies qui vont être explicitées tout à l'heure. Mais dans le contexte actuel, ramener la question à tel est meilleur comme candidat unique que tel autre ne résout pas les problèmes, ne font pas avancer le débat, ne font pas émerger un projet politique ni un programme pour l'ensemble de la communauté nationale, et ça crée des crispations et ça ne permettra pas d'avancer, au contraire. Et la réalité le montre aujourd'hui. Que la question des élections 2015 et l'attitude qu'il faut avoir est fondamentale. Parce que M. Alpha Condé, en organisant ces élections, même le lendemain, le pays va être totalement déstabilisé. Alpha Condé organise des élections présidentielles en Guinée, les lendemains seront amers
pour la Guinée et pour la sous-région. Je m'arrête là. Merci. Merci. Je vais plutôt parler justement du collectif, puisqu'il y a à peu près une quinzaine de jours, en discutant avec des internautes guinéens, on s'est rendu compte que voilà, il ne se passe rien. Hein. Ouri vient de raconter justement le contexte guinéen, mais voilà, la situation est bloquée. Donc moi j'ai décidé de faire un collectif ou de m'appuyer sur une association qui existe déjà, ça on verra ça ensemble, dans le but d'agir. Agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser le droit pour aller en justice au niveau de la Cour suprême et au niveau de la CEDEAO. Donc c'est de ça que j'aimerais vous entretenir. Alors, on veut tous des élections, effectivement, libres, crédibles et transparentes. On sait qu'elles sont libres maintenant, chacun peut aller voter, mais elles ne sont ni crédibles ni transparentes. Donc, on veut que... comment faire? Eh bien, il faut la communauté internationale. Ouri l'a rappelé, la communauté internationale est indispensable. Et si vous relisez le rapport, justement, de la mission électorale de l'Union européenne aux élections législatives de 2013, moi, j'ai retenu 3 choses. Alors, le verdict, il est net et sans bavure. On nous dit qu'il y a eu des manquements et irrégularités qui peuvent remettre en cause la sincérité des résultats. Ça veut dire qu'un tel a gagné, on aurait pu dire que c'était celui du FDG qui avait gagné. Voilà, c'est ça que ça veut dire, même si c'est dit entre les lignes. Deuxième chose, la Cour suprême s'est dédouanée de ses responsabilités, équivalent à un déni de justice. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de recours. Ça veut dire normalement tout le monde s'incline devant la Cour suprême, sauf que si la Cour suprême dit « Ah, moi je ne suis incompétente », eh bien il n'y a rien à faire, il reste que la violence. Et enfin, troisième point, il faut une réforme profonde du code électoral. Eh bien moi, je veux m'appuyer sur ces 3 choses pour essayer de bouger. Bouger, c'est-à-dire autre chose que des discours. Des discours, ça on sait, l'opposition en a fait, elle ne fait que ça d'ailleurs, hein, ça c'est mon point de vue. Donc moi, même s'il n'y a qu'une petite action de rien du tout, mais au moins il faut qu'elle soit faite. Je rappelle que la mission de l'Union européenne, elle s'appelle mission d'observation. Donc elle ne fait qu'observer. Elle ne peut pas faire à notre place, elle ne peut pas annuler les élections, elle ne peut pas empêcher les fraudes, elle peut émettre des critiques, des recommandations. Mais évidemment, si le pouvoir n'a pas envie d'en tenir compte, eh bien il n'en tient pas compte. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que ça dépend de nous. Nous, ici, comme nous, en Guinée. Et donc on ne va pas attendre en disant « Ah, vous avez vu, la mission électorale, elle a dit, Alpha Condé, là, il a triché, hein ?» Ah ouais, il a triché. Oui, c'est bien, il a triché. Et alors? Alors, le collectif, moi je rappelle, je ne suis pas militant du FDG. Bon, évidemment, j'ai des sympathies, ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je ne suis pas militant du FDG, ce qui me permet de dire ce que je veux, en fait. C'est aussi un avantage. Alors, bon, ce serait hypocrite de dire que ce collectif-là, ce n'est pas un soutien direct à l'opposition, mais l'opposition au sens large, c'est-à-dire aussi bien le PEDN que l'UFR, que tous les partis de l'opposition. Mais c'est tout simplement pour faire ce que l'opposition ne fait pas. L'opposition, elle fait, elle crie, ça on va la laisser faire, mais par contre, nous, on va essayer d'agir. Alors, comment on va faire? Ça, je vais y revenir après, mais je rappelle, Ouri l'a rappelé, que le problème de la CENI, c'est un problème, moi je suis désolé, l'opposition est responsable, pas seulement, évidemment, la mouvance a essayé de magouiller et elle a réussi, mais l'opposition est responsable, elle pouvait faire autrement. L'Assemblée nationale, chacun constate que les députés, y compris de l'opposition, ne font rien. Ah si, ils s'intéressent à leur voiture qui vient d'arriver, qui a coûté cher, qui est pas mal, mais en dehors de ça, il ne se passe rien. J'ai même appris que par les textes demandés par le pouvoir sont votés à l'unanimité. Sont votés à l'unanimité, c'est-à-dire y compris avec des gens de l'opposition. Bon, moi je trouve que c'est scandaleux, mais bon, c'est pas grave. Alors, ensuite, il y a le problème de l'INDH. Chacun a vu l'INDH, donc l'Institut National des Droits de l'Homme. Donc enfin, l'opposition a fait un recours, mais je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi j'étais un peu dégoûté.
de voir comment dirais-je, ce style obséquieux, pompeux. Hein, on cire les pompes, en fait. Et surtout, on n'ose pas aller faire la suite. Parce que la suite, c'est quoi? C'est pas simplement de dire il a violé la loi. C'est de dire c'est un acte de traîtrise. La Constitution, il faut essayer de le démettre. Alors évidemment, il faut la majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale, mais il faut que 10% des députés de l'opposition, et ça suffit, disent il faut destituer Alpha Condé. Évidemment, ça mènera à rien, mais il faut que l'opposition ait le courage de le faire. Au moins. Alors, on parlait tout à l'heure des mouvements du ballet citoyen au Burkina, il y en a marre au Sénégal. Chacun se rappelle que ce n'était pas seulement des problèmes politiques, c'était aussi des problèmes sociaux, problèmes d'électricité. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas qu'en Guinée que ça pose problème. Eh bien, nous, on pourrait s'inspirer, même si évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, en Guinée, Alpha Condé a le droit de se représenter. Donc, il tripatouille la Constitution sur d'autres plans, mais pas sur le fait de se représenter. Mais néanmoins, ces mouvements-là se sont organisés, ont fait des choses, les Guinéens se sont levés, et moi je voudrais qu'on s'inspire de ça, hein, pour nous aussi nous lever. Voilà. Et qu'on ne me dise pas qu'on est en France, on n'est pas au pays, donc on ne peut rien faire. Bien sûr, on fera moins de choses que si on était sur le terrain, mais on peut faire des choses quand même ici, et il faut le faire. Alors, est-ce qu'on doit lutter nécessairement pour le départ d'Alpha Condé? Oui, c'est un minimum, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais au-delà du départ d'Alpha Condé, il faut qu'on se lève pour, je dirais, l'avenir. Parce que demain, moi je suis désolé, quand je vois l'opposition se comporter, je me dis, bah évidemment, elle ne va pas faire comme Alpha Condé, sur certains plans. Mais sur d'autres, c'est la même formation. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudra que ce mouvement continue. Évidemment, peut-être qu'il attaquera le gouvernement sur d'autres plans, peut-être pas au niveau humanitaire, mais il faudra qu'il continue, parce qu'il y aura forcément des choses qui n'iront pas, notamment au niveau de la violation de la loi. L'opposition constate qu'il y a une violation de la loi, mais ne fait rien. J'ai entendu Ouri dire que, par exemple, pour les délégations spéciales, il y a eu des plaintes. Mais il n'y a pas eu des plaintes comme il se doit. Moi, la seule plainte que je connais, c'est à Dixine. C'est quelqu'un qui a porté plainte parce qu'on l'avait virée. Bon, certes, elle n'a pas abouti, mais ce n'est pas la même chose que de porter plainte pour dire que voilà, les délégations spéciales ont 6 mois d'existence. Et là, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elles existent. Donc le temps est dépassé. Donc moi, c'est déjà ce premier point-là que je veux qu'on fasse. Hein, ça pourrait être la première mission du collectif. Et en plus, on est en plein dedans puisqu'il s'agit des communales. Et comme Ouri l'a rappelé, aujourd'hui, c'est plus la CENI tellement qui décide. Bien sûr, elle a encore des rôles à jouer indirects, mais en réalité, c'est sur le terrain que ça se passe. Les magouilles, les fraudes, c'est sur le terrain. Ce sont les chefs de quartier, les maires et autres qui agissent. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut être présent. Et moi, à titre personnel, mais ça n'est qu'un avis personnel, même si on allait avec un fichier pourri, c'est-à-dire même si on ne refaisait pas le fichier électoral pour les communales, pour les présidentielles c'est autre chose, mais pour les communales, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'opposition, elle a, allez, comment dirais-je, faire de la provoque, elle a 0 conseiller. Ben, même si elle en avait que 30%, ce serait 30%, c'est mieux que 0. Dans le pire des cas. Et en plus, ça permettrait de faire les communales. Bon, évidemment, si on peut faire autrement, on pourra faire autrement, mais hein, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on m'a demandé de parler de l'unité nationale. Je voulais élargir le sujet pour faire un petit survol, mais on a pris un peu de temps. Donc, j'ai intitulé mon thème « La problématique de l'unité nationale en Afrique, le cas de la Guinée ». Je vais passer sous silence beaucoup de choses que j'avais prévues. Voilà. Mon analyse donc ne portera pas sur l'Afrique dans son entité, ni sur le processus historique des nations africaines. Le titre donc que j'ai choisi est à plus d'un égard indicatif. Il vise tout simplement à montrer que la question de l'unité nationale ne se pose pas en Guinée, ni à notre époque seulement. Il remonte à plusieurs siècles, on la retrouve un peu partout dans notre continent et à travers le monde. Bref, aperçu de la nation en Afrique. Les spécialistes, historiens, sociologues, anthropologues notamment, distinguent 3 phases de la constitution de la nation en Afrique au sud du Sahara. Elles sont reprises par Pierre Képré,
qui les structure ainsi. La phase des mondes nationaux de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, des années donc 1870 à 1880. Puis, il y a la deuxième phase qu'il a appelée plutôt la construction des États-nations, qui va de 1890 à 1980, selon un schéma introduit par la colonisation européenne. Ensuite, la troisième phase, depuis la fin des années 90, qu'il a appelée la phase des nations emboîtées. Nations emboîtées, on verra pourquoi. Donc, la deuxième phase répond à la classification ethnique de l'ère coloniale, c'est-à-dire une nation composée d'ethnies, soit aussi à des tentatives de population de se réunir ensemble pour décider de leur sort. La troisième phase est marquée par les conflits interethniques, comme en Afrique de l'Est ou Afrique centrale, et aussi des conflits interétatiques, donc entre pays, mais aussi par une autre nouveauté, l'idéal panafricaine, donc de réunification, notamment avec la nouvelle version de l'Union africaine. Donc je passe le reste. Maintenant, qu'est-ce qu'une nation? Il y a plusieurs définitions. J'en avais choisi 4, je vais en parler que d'une. Une nation, c'est quoi? Selon le dictionnaire encyclopédique, la nation est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou culturelle et généralement par l'unité linguistique ou religieuse. Et de préciser, toujours donc l'encyclopédie, c'est une communauté définie comme entité politique, réunie sur un territoire ou un ensemble de territoires propres et organisés institutionnellement, et à partir de ce moment, il forme ce qu'on appelle un État. En 1694, l'Académie française concevait que la nation est l'ensemble des habitants d'un même État, d'un même pays, vivant sous les mêmes lois et utilisant le même langage. Ici, on ne parle pas de langue, mais de langage. Toutes ces approches, donc, sont, on le voit, européennes ou occidentales. Et ce sont celles-là qui ont été calquées dans les nations africaines naissantes, avec un processus inversé. Je passe les détails. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que, héritiers d'une éducation occidentale ou européenne, ceux qui ont pris le pouvoir après avoir chassé le colonisateur n'ont-ils pas eu la même tendance, c'est-à-dire régner au lieu de cultiver l'esprit civique, le sens patriotique et le sentiment d'appartenance à une nation nouvelle? En tout état de cause, il est indéniable que la constitution de la nation, tant en Guinée qu'ailleurs, en Afrique, est loin d'être achevée. Est-on tout simplement prêt à le faire si l'on sait l'émiettement de nos vastes et solides empires au royaume d'hier en petite république bananière? Qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était des grands royaumes. Avec la colonisation, les indépendances, on a une infinité d'États. Nous avons par exemple la Gambie et le Sénégal. C'est un exemple frappant, ou la Guinée-Bissau, des anciens territoires, royaumes disloqués et qui finalement veulent chacun garder son petit territoire avec ses misères. Donc, des préoccupations nationales en Afrique. La problématique donc de l'unité nationale est liée aux difficultés d'approche de la nation africaine elle-même. Chaque pays est confronté à sa propre réalité nationale, soit d'unité, soit d'entente, de division, de conflit, parfois de recomposition. Ainsi, on a vu ce qui s'est passé au Nigeria, par exemple, avec le Biafra. Mais il y a eu quand même des tentatives de regroupement à l'indépendance. L'Union Guinée-Ghana-Mali, la Fédération du Soudan, la Fédération du Mali qui ont tous échoué. Je passe les raisons. Et ces échecs ont eu un impact important, de conséquences parfois graves sur la formation de ce qu'on appelle l'unité nationale. Et en Guinée, comment cela s'est-il passé? On se souvient que dès 1959, les complots ont commencé en Guinée. Les complots
soit réels, soit fictifs, préfabriqués. Ça a commencé par le mouvement des enseignants et des étudiants en 1961. Et que se passe-t-il? On se tourne vers les intellectuels, contre les intellectuels civils, contre les personnalités civiles et militaires. De cette date à la fin donc, du premier régime politique guinéen, le cycle d'arrestation pour motif de complot ou de danger ne s'arrêtera pas. La relative entente retrouvée en 1984 cède le pas à une nouvelle crise sociopolitique du fait des événements de juillet 1985. La Guinée connaît quelques années d'accalmie, de paix relative, avant qu'éclatent les mouvements estudiantins de 2006, dont la continuité débouche à la prise de pouvoir par le Conseil national de la démocratie et le développement, CNDD. Le 28 septembre 2009, avec son cortège macabre de meurtres et de viols, vient donner un coup qui a failli être fatal à la nation, qui était déjà désunie après la tentative de Dadis de se maintenir au pouvoir. S'ensuivent les élections présidentielles de 2010 et les législatives de 2013. Aucune de ces échéances ne permet de dessiner une unité nationale telle que les populations le voulaient. Unis contre les militaires, les hommes politiques guinéens et la société civile se retranchèrent très vite derrière l'ethnie pour accéder au pouvoir. Ceux qui ne l'ont pas eu échouèrent à cause de l'ethnie. Celui qui a été élu le fut grâce à l'ethnie. Et dans ces conditions, comment peut-on parler d'unité nationale en Guinée? Je n'évoquerai pas les événements qui ont ensanglanté le processus électoral. Ils sont bien connus. Les victimes aussi. Pourquoi je le dis? C'est qu'on l'a tous vécu. Depuis 2010, à défaut d'avoir des partis politiques réellement nationaux, je reviens aux partis politiques, par leur composition en termes de dirigeants, de militants et de sympathisants, on parle maintenant de partis politiques transversales. Mais cela serait-il fondé et vérifiable sur le terrain politique? Prenez la composition de tous les partis politiques guinéens, ceux de l'opposition comme celui au pouvoir. Faites le décompte de leurs responsables de la base au sommet. Voyez le pourcentage. Je caricature un peu. Si vous n'avez pas 90% de ressortissants de la même région au sein d'un même parti, vous aurez 95. C'est-à-dire c'est toujours plus. Parfois, moi-même, je m'amuse à faire le décompte des responsables élus par-ci, par-là, en Europe, aux États-Unis, en Guinée. À un moment donné, je vous assure, c'est difficile de continuer le décompte parce qu'on retrouve toujours les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms. Amusez-vous à le faire. Prenez la composition de l'Assemblée nationale, qui devrait être le miroir, c'est-à-dire l'interface de l'unité nationale. Voyez sa composition. Les ethnies s'y égrènent comme un chapelet ou une caravane de fourmis. Tous les mêmes. Où est l'unité nationale si l'instance législative rivalise de composition ethnique au pouvoir que tout le monde taxe d'ethnocentrique? Prenez la composition de la CENI, on vient d'en parler, et voyez les représentants ou ex-représentants ou représentants fictifs se disant du côté de l'opposition le jour, mais la nuit, on sait où est-ce qu'ils se retrouvent. Vous saurez ce que c'est l'unité nationale encore. Amusez-vous à les rattacher à un parti politique, en oubliant l'origine ethnique du leader du parti, mais en les rattachant à une zone géographique. Combien de Soussous sont élus en Guinée forestière, non pas à l'uninominal, mais au national? Combien de Peuls en Haute-Guinée? De Malinké en Moyenne-Guinée? De Forestiers en Basse-Guinée? Et inversement. À la place de parti transversal, vu ce qui se passe en Guinée, moi je parlerai de parti transparental. Parti transparental, c'est mon petit apport pour le vocabulaire guinéen. Politique juridique. En Guinée, on ménage l'ethnie au détriment de la nation, de son unité et de sa consolidation. On se complaît encore à vouloir cacher la réalité. Je dis donc, il y a plus de parenté dans la politique guinéenne que de transversalité. L'implantation des fiefs des partis politiques, l'origine géographique ou ethnique des responsables de ces partis, le mode de gestion de l'État de l'indépendance à nos jours ne démontrent pas le contraire. Qu'est-ce que je propose? Le leader
politique donc guinéen face au jeu ethnique. Le jeu ethnique ou ethnocentrique guette tout leader politique guinéen actuel et futur. Les uns et les autres sont susceptibles, s'ils ne prennent garde, de céder aux pressions ancestrales, anachroniques et ancrées dans nos cultures et qu'on essaie de greffer au mode de gouvernance moderne. Nous devons reconnaître cela. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour mettre fin à cela? Il faudrait que le président actuel ou celui qui va le succéder soit élu à la base des critères excluant l'appartenance à un groupe ethnique. M. Ba vient de montrer quels en sont les enjeux. Que se passe-t-il? Un peuple qui rejoint Alpha Condé, actuellement je parle, est exposé à la vindicte de l'ethnie Peul. Un Malinké qui ne vote pas Alpha Condé est un bâtard. C'est pas moi qui le dis. Un Soussou qui rejoint le même Alpha Condé ne l'aurait fait que parce qu'il aura été acheté. Si Jean-Marie Doré n'est pas élu, ce n'est pas à cause de l'âge, c'est parce que son ethnie n'est pas aimée par les autres. Si Dadis n'a pas duré au pouvoir, c'est moins à cause des massacres de 2009 que de Malinké qui l'entouraient. Toumba en plus. Si Lansana Béavogui n'a pas succédé à Sékou Touré, c'est parce qu'il était impensable qu'un forestier succède à un descendant de Samori. Si Selmo Dalen n'a pas été élu en 2010, c'est parce que des profondeurs de la Haute-Guinée, des anciens porteurs du message de l'ethnie, sont venus dire ouvertement, et à la télévision j'étais en Guinée, je cite, « Nous sommes là pour que notre fils soit président de la République ». Ou une autre raison, parce que le Fouta n'a pas osé élever le ton. Que se passe-t-il ces derniers jours? M. Ba vient d'en parler, et je cite un site internet. Selon un décret lu ce soir par Kaba Condé, Alpha Condé vient de nommer Bourama Condé à la place d'Al-Hassan Condé à la tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Al-Hassan Condé est à son tour nommé ministre conseiller d'Alpha Condé. Si de telles pratiques continuent, à quand la primauté de la nation sur l'ethnie? Proposition. La réalisation de l'unité nationale guinéenne procède de préalables, de contraintes, d'un état d'esprit et d'une réelle volonté politique. Le tout enraciné dans des objectifs, l'UE dans un idéal républicain au sens universel du terme. L'unité nationale se joue et se construit à la base avant d'être au sommet, tant et si bien que ce sont toujours ceux qui sont à la base qui sont censés accéder un jour au pouvoir. L'opposition guinéenne, comme le parti au pouvoir, devrait intégrer le fait qu'un parti politique reste un parti ethnique tant que la répartition des postes administratifs ou politiques, civils ou militaires et l'appartenance des militants ne répondent pas à un critère national. Tant que la distribution des postes et des dividendes se fait à partir du nom et non par la compétence et l'intégrité morale, civique et citoyenne. Il y a d'unité nationale quand tout tourne autour de... Il n'y a pas d'unité nationale quand tout tourne autour de l'ethnie. Le problème majeur de la Guinée, c'est que chacun veut voir un de ses membres au pouvoir. Hélas, ceux qui s'y sont succédés n'ont rien fait pour montrer qu'on accède au pouvoir, au sommet de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Celui qui dit « Je reprendrai la Guinée ou n'importe quel pays dans l'État où l'ancien dictateur et qui se trouve être son parent l'a laissé » s'expose lui-même à l'ethnocentrisme et il ne peut pas le nier. Il faut donc, pour moi, inventer le nouveau Guinéen. Un Guinéen nouveau pour une nouvelle Guinée. J'ai été certes critique, je passe certains détails, et je conclue en ces termes. Tant que le pays est divisé et le Guinéen se satisfait de la course au gain et aux subsides liés aux faveurs octroyées par l'ethnie, qui plus détendrait le pouvoir, la Guinée ne saurait consolider son unité. Il faut que cessent dans tous les domaines de la vie de la nation les pratiques de cet adage bien connu de chez nous, la chèvre broute, là on l'a attachée. Si nous continuons à nous comporter en chèvre qui broute
et un chèvre qui cherche à être attaché pour brouter. La nation ne sera pas que rognée, elle sera dévorée. Son économie, sa cohésion sociale et son devenir avec. J'ai été critique, mais le rôle de l'analyste, quel que soit l'analyste politique, sociologue, avocat ou autre, c'est de soulever, d'exposer les problèmes pour que surgissent des solutions. En dépit de ce que je dis, des critiques, je nourris un grand espoir à notre pays, à notre peuple, aux Guinéens et aux Guinéens. Je vous invite de faire autant, autrement dit, croyant à notre pays, la Guinée. Je vous remercie. Quelles sont les procédures ou quelles sont les formalités à suivre les uns et les autres pour que la demande d'asile puisse avoir des chances raisonnables d'aboutir à l'heure. Rappelez simplement que nous sommes bientôt au 65e anniversaire de la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, et que la demande d'asile est une demande d'asile qui est justifiée lorsque quelqu'un dans son pays d'origine est persécuté en raison de sa race, de ses opinions politiques, de sa religion. Également, puisque c'est une définition qui aujourd'hui a beaucoup d'importance, en raison de son appartenance à un groupe social. Et cela a un intérêt particulier s'agissant de la Guinée, parce qu'au-delà des opinions politiques, et sur ce point je fais un petit aparté, vous savez que nous, en tant qu'avocats d'asile politique, nous avons eu à défendre des gens qui, du temps de Lansana Conté, étaient de diverses formations politiques. Il y a un petit peu un vertige aujourd'hui, c'est un vertige quand je pense, vertige du passé, à savoir que j'ai défendu beaucoup de RPGistes. Moi, lorsque je plaidais devant la Cour nationale d'asile, aussi bien à Montreuil qu'auparavant à Fontenay-sous-Bois, et aujourd'hui, évidemment, le RPG est au pouvoir. Vous voyez, c'est un petit peu surprenant de voir qu'on a tellement soutenu à un moment donné Alpha Condé comme étant un opposant et un démocrate, et qu'aujourd'hui, évidemment, lorsqu'on le voit face à l'exercice du pouvoir, on se rend compte que tout cela était peut-être un petit peu artificiel. Peut-être que parmi vous d'ailleurs, et ça me paraît être un élément important parce qu'on a parlé de l'ethnocentrisme, et que l'UFDG ne doit pas, je crois et je l'espère, être considéré uniquement comme le parti de l'ethnie Peul. Et c'est regrettable, hein, parce que c'est ça le problème. C'est un pays qui aurait dû évoluer vers une plus grande démocratie après les élections de 2010, et c'est un pays où aujourd'hui, hélas, pour des raisons politiques, pour des raisons qui tiennent à l'appartenance à l'UFDG, on est persécuté et on est obligé d'aller solliciter la protection que votre État ne veut pas vous accorder, ne peut pas vous accorder. Donc, avez-vous évidemment de nombreux militants de l'UFDG qui viennent solliciter l'asile politique pour ces raisons-là. Messieurs, c'est comme doyen d'âge du bureau de la section UFDG Paris que le sort m'a désigné pour un exercice un peu gratifiant, beaucoup même, et inespéré. Celui de dire que malgré un léger retard au départ, cette conférence débat s'est terminée dans le délai prévu. Beaucoup d'intervenants éminents en économie, en droit et en politique m'ont précédé. Mais je voudrais leur dire du haut de cette tribune qu'ils ont finement délivré leur éclairage tout à fait pertinent sur des questions brûlantes. Je voudrais vous remercier, vous dans la salle, pour votre présence massive. J'ai rarement vu cette salle aussi bien pleine de part et d'autre dans tous les coins. Vous êtes intervenus également, vous nous avez enrichis dans ce débat, dans nos échanges. Je voudrais en moins de 3 minutes vous dire que je ne suis qu'un vieux militant, par conséquent, j'ai envie de dire quelque chose que j'ai entendu de la part de beaucoup de militants alternatifs, aussi bien en Guinée, ici en France, qu'ailleurs à l'étranger,
concernant la situation du pays. Gagner en 2015, à leur sens, c'est mettre en déroute les forces de corruption et de répression qui soutiennent avec cynisme et une violence inouïe les intérêts et le système autocratique d'un président prédateur, criminel et néanmoins impuissant au regard de notre espérance nationale. Pas d'angélisme, car du sang, probablement beaucoup de sang sera versé pour les exigences inquantifiables de la résistance nationale. L'opposition a l'opportunité d'attaquer les symboles institutionnels de la dictature guinéenne à un moment électrochoc où Alpha Condé prédit sa réélection régulière que nous savons très hautement improbable. L'opposition a le devoir de préconiser les solutions possibles, pragmatiques, les plus inédites. Oui, les plus inédites pour stopper un régime illégitime, moribond et périlleux pour notre pays et notre nation. Mon micro me lâche peut-être. L'opposition doit s'adapter sérieusement et en finir avec les beaux discours s'ils ne sont pas suivis d'actions conformes à l'impératif démocratique. L'opposition a l'obligation d'être au rendez-vous de l'histoire et à la hauteur de ses responsabilités fondamentales, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure par Baouri, hors de la dynamique négative des postures tacticiennes et ethnocentristes. Jouer ses atouts stratégiques pour une Guinée meilleure sans Alpha Condé. En attendant, pour le peu de temps qui nous reste, la section UFDG Paris-France vous propose une collation. Nous ne voulons pas stocker les boissons achetées et offertes ici à votre choix. Tout doit donc disparaître par consommation au cours de cette belle occasion de prolonger en off les débats que nous avons clairement posés, mais pas définitivement fermés. À bientôt. Merci encore à tous pour ce rendez-vous aujourd'hui.